clinicien et essayiste chirurgical et il publie aujourd'hui La tyrannie aux presses de la délivrance. Bonjour Philippe Bornet. Bonjour André. Et Philippe Bornet, bonjour Philippe. Non, il n'est pas seulement qu'essayiste chirurgical, il est surtout essayiste du totalitarisme, représenté surtout par la tyrannie. Donc le dictateur, ce personnage qui finalement, c'est plutôt un compliment d'être dictateur si on en croit le philosophe Cicéron, si vous voulez. C'est l'homme qui légalement. Oh, très belle tentative de reprise de la part de Monsieur Berkoff. C'est du jamais vu. Allez, monsieur. Légalement, oui. Va être amené à restaurer l'ordre. Il a une mission qui peut être limitée dans le temps, mais il a une mission. Oui, et il a de tous les ramener pouvoirs. l'autorité, de ramener l'ordre. Voilà, de la restaurer. Oui. Voilà. Et on a eu des grands dictateurs dans notre histoire. On peut approuver évidemment ou pas leurs actions politiques, mais Charles de Gaulle était un dictateur. Il l'a écrit lui-même. Il l'a mis noir sur blanc. Bon, commençons par les bases. Je trouve pas d'écrit ou de documentation sur la question de la dictature par Cicéron. Donc, je pense plutôt qu'il y était opposé, parce que sous César, il s'est d'abord enfui et s'est opposé à son pouvoir. Il est ensuite revenu dans l'espoir que le pouvoir du Sénat se reformerait sous l'invective de César, et ça n'a pas été le cas. Donc, il a été assez critique de lui. Donc ouais, je pense pas que Cicéron soit spécialement dans sa bouche qu'on entendrait du bien des dictateurs. Bon, sinon pour le cas de Gaulle, c'est très particulier parce que la seule dictature que lui-même a reconnue, c'est le Conseil de défense de l'Empire, qui devient ensuite le Comité national français, jusqu'en 1944 du coup. Dans un sens oui, on peut dire que c'était une dictature. Enfin, c'est très complexe parce qu'il représentait l'armée française et un gouvernement en exil pendant que la France était occupée, quoi. Donc je vous laisse le juger du caractère dictatorial pendant cette période, mais c'est un peu la seule période qui peut s'y prêter. Et bon, ok, ça fait un exemple qui a effectivement pourrait être correct. Mais moi j'en ai d'autres des exemples. Maréchal Pétain, lui, on lui a donné les pleins pouvoirs. Le gouvernement, on lui a donné les pleins pouvoirs. Et là, effectivement, c'est un dictateur. Et franchement, bon, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne pas envie, hein. Et sinon, ce qui pourrait s'en rapprocher aussi, c'est genre Napoléon Ier. Pas ouf non plus, hein. On guerre avec toute l'Europe. À part sur le côté militaire, c'est pas la grande joie pour le peuple, quoi. Et sinon, il y a Napoléon III aussi. Une fois qu'il a été au pouvoir, et qu'il a d'ailleurs écrit ses mémoires, il a écrit noir sur blanc le contraire, en se félicitant et en disant même, à un moment, s'il le fallait, je recommencerai. D'accord. Bon, quand il parle de ça, il parle du salut de la France. Comme c'était le cas sous la Seconde Guerre mondiale, quand elle était à moitié occupée par des nazis, et l'autre moitié occupée par un dictateur. Donc c'est un contexte bien spécifique, mais peut-être qu'il pensait à plus large, je suis pas dans sa tête. Mais encore une fois, c'est dur de se prononcer sur ça, car il y a aussi de nombreux écrits de sa part qui prouvent qu'il ne voulait pas d'une dictature. Donc encore une fois, c'est un sujet très complexe. Alors, le tyran, lui, c'est différent. Le tyran, c'est quoi le tyran, justement? Il faudrait que je revienne juste 2 minutes, sans vouloir être pédant, sur la souveraineté. Si vous voulez, il y a 2 composantes dans la souveraineté. Il y a la puissance, la potestas, et l'autorité, en latin, auctoritas. Voilà. Alors, tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. La potestas, c'est très simple, c'est la puissance, c'est le muscle, c'est la capacité de disposer d'une armée, d'une police, etc. Mais l'auctoritas, en fait, elle vient des dieux, si vous voulez. C'est une capacité à se faire obéir sans la contrainte. Et le tyran, lui, il a la puissance, mais comme il n'est pas légitime, il n'a pas l'auctoritas, il doit gouverner sans arrêt par la contrainte. Bon, ça fait 3 minutes qu'il a commencé et il y a déjà des trucs que je comprends plus, là. Bon, j'attends de voir la suite, hein, mais enfin, il me semble pas que Pétain ou De Gaulle, si on suit son exemple, ont eu une autorité donnée par les dieux, hein. Ou alors j'ai loupé un truc, je sais pas moi. Ah, mais non, mais ça fait sens là avec l'autre avant qui disait qu'on était tout le temps en ancien régime là. Ah voilà, c'est ça en fait, c'est ça la logique. Mais alors, par exemple, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle, dans la puissance, mais dans l'autorité. Alors, l'autoritas... C'est Churchill, l'autorité, par exemple? Oui. Mais comment ça, Churchill, c'est l'autoritas? C'est le droit divin ou pas son truc là? C'est les dieux ou pas? Je comprends plus rien.
Bon, si c'est juste une question de légitimité, c'est pas juste Churchill, l'autoritas. C'est genre quasiment tous les gouvernements qui existent, quoi. Parce qu'en fait, la légitimité, bah, tu peux la tirer de ce que tu veux. C'est ça le problème. Louis XIV. Mais quoi? Mais c'est quoi le rapport entre Louis XIV et Churchill? Ouais. Louis XIV gouvernait un pays de 25 millions d'habitants déjà, avec à peu près 400 fonctionnaires. En tout. Oui, ça suffisait. Alors, il y avait une armée de 400 000 hommes aussi, mais enfin, il avait 400 fonctionnaires, et ces 400 fonctionnaires grattaient le papier avec des plumes d'oie, et les ordres du roi mettaient 4 jours pour arriver de Paris à Perpignan. Eh bien, il n'y a jamais eu de révolte. Oh merde! Oh, c'est con ça! Eh bien, il n'y a jamais eu de révolte. Enfin, il n'y a jamais eu de... Personne ne regimbait, si vous voulez. C'est là où on va peut-être rebondir sur l'origine, en fait, de l'auctoritas. Il y a 6000 ans, la famille est apparue. 6 000 ans, ouais. 6000 ans, ouais, 6e millénaire, les temps bibliques et même un petit peu avant. Bon, je sais pas ce qu'il vient faire avec ces tours bibliques là, mais en tout cas sur internet, l'apparition de la famille c'est quand même très débattu, hein, parce que déjà le concept de la famille, c'est qu'est-ce qu'on considère une famille? Un espace monogame, polygame, autre chose? Bah ouais, on sait pas grand-chose en fait. A priori, la trace des familles telles qu'elles sont comme on va dire apparentées à une famille qui peut être considérée comme moderne, elles sont apparues au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc bon, les 6000 ans, je sais pas d'où il les sort, de la Bible peut-être. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? En fait, l'homme, il ignorait comment on faisait les enfants, en fait. Il ne le savait pas. Et donc, quand la femme... Il le faisait sans le savoir. Mais oui, parce que, si vous voulez, l'élevage n'était pas encore arrivé. Donc, on n'avait pas remarqué que quand dans un troupeau, on tue tous les mâles, il n'y a plus d'agneaux, il n'y a plus rien. Ouais. Alors, quand la femme était enceinte, on pensait que c'était par une action extérieure plus ou moins magique. Enfin bref, on pensait que c'était par... Les dieux étaient intervenus là-dedans. Et d'ailleurs, un théologien me faisait remarquer que dans le livre de la Genèse, quand Ève tombe enceinte de Caïn, elle dit « J'ai conçu un homme grâce à Yahvé ». Et donc, aux yeux de l'homme, elle a un prestige colossal, parce qu'elle est en rapport avec le ciel. Donc on a commencé par un matriarcat. On a commencé en fait par un matriarcat. Je dirais à Sandrine Rousseau, vous savez, le matriarcat, c'est un truc dont on sort à peine. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. On va aller du pire au pire, mais moins. Hein. Bon, déjà, procès à Sandrine Rousseau qui a rien demandé. Hein. On parle du sujet de la tyrannie à la base. Hein. Mais bon, ça a l'air d'être une cible privilégiée de Sud Radio hein, pour avoir vu plusieurs émissions. Sans doute parce que c'est une femme, donc déjà point négatif. Et alors après, c'est le duo des péchés capitaux. Hein. Féministe plus écolo. Alors là, c'est le démon incarné, quoi. Bon, l'argument de il y a 8000 ans, il y avait du matriarcat, donc ça va, les gonzesses, vous allez arrêter de faire chier là. Je pense que c'est peut-être un des pires arguments que j'ai entendu de ma vie. Genre, on peut dire, ouais, bah, il y a 8000 ans, il y avait des nomades, donc ça va, les SDF, là, arrêtez de vous plaindre. Et puis, il prend, il prend il y a 8000 ans comme un événement récent. Donc, si on prend vraiment des événements récents, eh ben, les personnes de confession juive, là, bah, ils ont le droit d'établir une théocratie et d'organiser un génocide, non? Vu que l'Allemagne leur a fait pareil, on va pas se plaindre. Parce qu'on a eu de la chance, nous, avant. Bon, et sinon, les premières traces de l'élevage, elles sont apparues il y a 8000, il y a 9000 ans avant Jésus-Christ. Donc le bonhomme, il sait pas trop de quoi il parle, là. Donc tout son délire sur on sait pas d'où venaient les enfants, etc. J'ai pas de preuves ou de papier, mais son argument, il repose sur du faux. Non, mais c'est vrai. Et Voilà. ça a duré quand même des millénaires. Enfin, Ça a duré des millénaires. Vous savez, quand on lit par exemple un auteur comme Tacite qui parle des Germains, à l'époque, il note bien que toutes les grandes prêtresses sont des femmes. Alors bon, des millénaires, ok, mais alors où, combien de temps, comment, quelle société, voilà, hein, on n'en sait pas trop, parce que bon, aujourd'hui encore, hein, il y a des sociétés matriarcales dans certaines cultures du monde, hein, donc ça veut absolument rien dire, déjà. Ensuite, il nous parle des germaniques selon Tacite. Sauf que Tacite, il parle pas de tous les germaniques comme ça.
il parle d'un seul peuple en fait, les Citones. Et je cite Tacite parce que les femmes gouvernent là-bas. Donc je cite, ça, c'est la mesure de leur déclin. Je ne dirais pas en dessous de la liberté, mais même en dessous de l'esclavage décent. Waouh! Qu'est-ce que ça respirait le matriarcat là sous l'Empire romain, putain? Ensuite, pour l'histoire des prêtresses a priori, il y avait des prêtres aussi, mais à l'arrivée du christianisme, la fonction est devenue de plus en plus une fonction à connotation peu virile, déshonorante, et il y a même jusqu'à une connotation homosexuelle. Oh, encore une fois, ça déborde de matriarcat là. Hein. Oui, mais l'homme était le puissant. Oui, il était voilà. puissant, mais si vous voulez, il était chargé de faire la chasse, et puis c'est tout. La femme, elle règne à l'intérieur. Et vous savez, en grec, à l'époque antique, la femme a une pièce qui lui est réservée dans la maison. La maison, c'est le domaine de la femme. L'homme, si vous voulez, il est invité, mais pas plus. Hein. Ouais. Et donc, il y a une pièce spéciale qui s'appelle le gynécée, et là-dedans, c'est la femme qui commande. La femme commande à ses enfants par son autorité naturelle, et l'homme, lui, il a puissance, mais si vous voulez, il commande à l'extérieur. Il va faire la chasse, il va faire la guerre. Oh shit. Here we go again. Ouais, bon. Alors, déjà, la Grèce antique, ça veut tout et rien dire, parce qu'il y a quand même une diversité de culture qui est assez différente entre les peuples. Ensuite, c'est moi où il vient juste de dire la place des femmes c'est à la maison, alors que l'homme il fait la loi dehors. C'est pas du matriarcat ça, monsieur, hein. Je préfère le préciser au cas où, parce qu'il est un peu perdu là, le bonhomme. Alors du coup, j'ai checké les infos qui balancent. Et alors, déjà, lol. Les hommes ont aussi une pièce réservée à eux, qui s'appelle l'andron. Ça aurait été bien de le mentionner, hein, sans doute un oubli, hein, ça arrive. Et en plus, leur pièce à elles, donc la gynécée, ben a priori elles étaient plutôt confinées dedans, et la pièce, symboliquement, hein, sans doute, elle était située le plus loin possible de la rue, pour pas qu'il y ait de contact. On le sent à balle là, le matriarcat dans tout ça. Bon, je préfère vous préciser que tout ça c'est sujet à caution quand même, parce qu'on n'a pas eu de découvertes archéologiques qui l'ont démontré. Donc voilà, il y a encore tout ça à voir, mais en tout cas, si c'est le cas, bon, avouez que ça respire pas le matriarcat, quoi. Et le jour où les deux se rencontrent, oui, il y a bien eu contrat d'une certaine manière, comme disent Thomas Hobbes et Rousseau, il y a eu contrat, mais c'est un contrat de mariage. Donc la femme commande à l'intérieur, l'homme à l'extérieur, et les deux, finalement, auctoritas, c'est la femme, potestas, c'est l'homme. Tempora mori, tempora mundi. Bon bah c'est génial, parce qu'il vient de dire tout le contraire de ce qu'il vient de dire. C'est bravo. J'ai même plus de travail à faire, hein. Il vient de dire lui-même que la femme elle a l'autorité dans la maison, l'homme l'autorité à l'extérieur, donc qui c'est qui a l'autorité, qui c'est qui a l'autoritas, pardon, hein, je vais m'exprimer dans ces termes, eh bien c'est pas la femme, c'est l'homme, voilà, donc non, il n'y a pas de autoritas d'un côté, potestas de l'autre, ou puissance et autorité, ou je sais pas quoi là, pour faire classe en latin, non. Juste l'autoritas et enfin, putain, l'autorité et la puissance, c'est l'homme, voilà, allez hop. Les deux vont se réunir pour former une nouvelle entité, mais qui était ce que les philosophes appellent un dualisme, c'est-à-dire que c'est pas une notion pure, c'est deux composantes, Oui. ça donne la souveraineté, et c'est là où la famille éventuellement se regroupe avec d'autres, 300 familles sur le mont Palatin, et c'est la cité antique, c'est Rome. Ouais. Ouais. C'est nul. Bon, voilà, je sais pas trop ce qu'il raconte, je sais pas d'où il tire ces 300 familles là sur le Mont Palatin. Bon, de toute façon, le Mont Palatin c'est à moitié historique, à moitié des légendes, parce que c'est la fondation de Rome, hein, donc voilà. De toute façon, c'était quoi déjà l'émission à la base? Ah oui, la tyrannie, pardon. D'accord. Voilà l'histoire de la souveraineté. Alors ça, c'est... Quoi? Mais quelle histoire de souveraineté? Hein? La souveraineté, c'est le mariage entre l'homme et la femme? L'autoritas et la potestas, là? Mais qu'est-ce qu'il raconte?
bon, on va revenir sur le sujet de la tyrannie, hein, j'espère, parce que... Enfin, il y a que moi là que ça choque, j'ai l'impression qu'il a absolument rien expliqué. Puis, bon, j'évite de faire ce genre de commentaires, mais bon, la posture qui tient en mode, voilà les gars, tranquille, je vous ai tout expliqué. Alors, il y a quoi maintenant? Elle me fait quand même assez bien marrer. Cette tyrannie-là, cette tyrannie, au fond, c'est quoi? Alors, vous donnez, on va en citer quelques-uns, mais je voudrais surtout insister sur le système bureaucratique. C'est étonnant parce que quand on lit ça et vous donnez les invariants, je vais les lire rapidement parce que Philippe Bornet, mais quand je lis mise en place d'un système bureaucratique, obsession du contrôle de l'information, je ne lis pas tout, mais fascination pour la technologie, déplacement de population, soumission à l'influence étrangère, mise en place d'un passeport intérieur, on vient d'en parler pour l'Europe, enfin la possibilité, mise à profit des épidémies et instrumentalisation de la religion. Parmi ceux que vous citez, mais ça sonne étrangement actuel tout cela. Ah bah c'est l'actualité même, mais il n'y a rien de plus actuel que l'histoire. Comme par hasard. Alors, on va reprendre dans l'ordre ce qui est dit. Mise en place d'un système bureaucratique, c'est absolument rien de tyrannique, hein, ça peut être dans n'importe quel gouvernement. Fascination pour la technologie. Bon ben ça concerne absolument tous les pays développés du monde en ce moment. Depuis la révolution des Lumières, hein, et la révolution industrielle. Donc bon, ça veut dire que potentiellement tous les pays occidentaux ou développés sont tyranniques. Soumission à l'influence étrangère. Alors là, ça n'a aucun sens, hein, parce que dans ce qui est cité, il y a Staline, par exemple. Donc c'est vrai que l'URSS était totalement soumise à des puissances étrangères, hein, genre personne, par exemple. Mise à profit des épidémies. Mais comment évidemment que ça sonne étrangement actuel, il part directement du Covid, là. C'est pas historique, ça. C'est pas la France qui a organisé la peste noire pour instrumentaliser la population, hein. La peste noire, elle a fait 25 millions de morts, hein, sur 75 millions d'habitants en Europe à l'époque. Et c'était peu importe le statut social, hein, c'était pas dirigé, hein. Instrumentalisation de la religion, bon bah ça, oui, ça pour le coup, c'est pas faux, hein. Et ça a rien à voir avec les... Enfin, c'est pas forcément le cas avec les tyrannies actuelles, hein, je veux dire, ou récentes, hein, parce que bon, l'URSS, la religion, ça n'existait pas. Bon, c'est un peu le bordel à mettre un peu tout là. Et alors, évidemment que ça sonne étrangement actuel. C'est fait pour sonner étrangement actuel. Une épidémie contrôlée par le gouvernement. De quoi il parle d'autre que du Covid? De rien d'autre. C'est bon, hein, faut pas être un génie pour comprendre de ce qu'il parle, c'est absolument pas de l'histoire, mais aujourd'hui en fait. Il aurait pu rajouter d'autres options, tiens, genre dans les tyrannies, il y a des confinements, il y a du télétravail, il y a un président qui commence par MA et qui finit par Cron, et voilà quoi. Et ma crainte, voyez-vous, c'est que moi je réponds un peu à une inquiétude du Conseil d'État. J'ai retrouvé une citation très précise du Conseil d'État qui date seulement de septembre 2021. Vous voyez, une mise en garde. Oui. Je cite. L'activité de police administrative a ce site particulier, dit le Conseil d'État, qu'elle vise à prévenir les comportements que la société juge dangereux. Si les objectifs qui lui sont assignés sont trop exigeants ou utopistes, elle peut conduire à entraver toute liberté individuelle, et alors là, écoutez bien, c'est toujours le Conseil d'État qui parle, hein. Elle porte en elle les germes de la tyrannie, comme l'a parfaitement démontré George Orwell dans son livre 1984. Eh oui, on y est. Orwell, toujours est... Bon, alors j'ai retrouvé effectivement le document dont il parle, hein. Donc effectivement, il y a bien ce qui est dit, qui est cité à l'intérieur du document. Mais il y a aussi, après, il faut lire un petit peu plus loin, hein, parce qu'il y a d'autres textes aussi. Il y a écrit « Ainsi, l'accroissement des pouvoirs de police administrative ne peut être accepté sans un contrôle rigoureux du juge. Les états d'urgence ne permettent aucunement de déroger aux garanties habituellement offertes par notre système juridictionnel. Le droit au recours est préservé, l'accès au juge maintenu, même s'il a pu être modulé en raison de circonstances particulières, et ce juge veille au respect du principe de proportionnalité.
En témoigne le nombre de décisions rendues par les différentes juridictions françaises et européennes ces dernières années. Donc le Conseil d'État dit attention, mais pour le moment ça va. C'est ça qu'il dit. Alors après, enfin, de ce que je comprends en tout cas. Après, voilà, chacun est libre. Je laisse le papier sur le Conseil d'État en lien. Voilà, il y a plein de textes. Moi, j'ai lu très peu. Hein, il y a plein de textes à lire, etc. Sur l'état d'urgence, tout ça, les dangers que ça peut entraîner. Bien sûr que ça entraîne des dangers. Enfin, en tout cas, faut pas juste en tirer une citation au pif, hein, pour qu'elle aille bien dans notre sens et que ce soit bon. Je voudrais qu'on regarde un peu un certain nombre de ce qui caractérise la tyrannie. Et vous dites que ce qui caractérise notamment, c'est un système bureaucratique et l'obsession du contrôle de l'information. On a l'impression que vous parlez d'aujourd'hui, ça. Mais oui, en écrivant ce livre, je me suis demandé, mais je suis en train de faire l'histoire contemporaine, de la réécrire. Ah oui, par exemple, parce que à l'origine de tout, le tyran a peur de se faire tuer. Alors, pour s'assurer contre l'assassinat, que faire? Il faut partager le pouvoir, mais avec des gens qu'on contrôle. Donc, bien dans un premier temps, c'est le népotisme familial. Et dans un deuxième temps, comme l'a fait Staline, c'est l'appareil, le pouvoir, la nomenclatura. C'est-à-dire que vous créez une classe sociale à qui vous confiez le pouvoir, mais c'est vous qui avez les clés, les gens qui rentrent et ceux qui sortent, c'est vous qui décidez. C'est ça. Et en fait, ils vous obéissent tous, ils viennent vous manger dans la main. Mais comme le gouverné, lui, n'est pas forcément au courant de tout cela, oui. Il se dit, si jamais je tue le tyran, il va être remplacé immédiatement par un autre. Ah oui, donc ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Comme ceux qui disent on s'abstient, on va pas voter, ce sera toujours les mêmes. Je fais. C'est tout. Mais il a montré aucun point commun avec aujourd'hui là en fait. Mais alors justement, système bureaucratique, alors j'ai envie. Fascination pour la technologie et soumission à l'influence étrangère. Alors bah oui, alors ce sont deux choses un petit peu différentes. La fascination pour la technologie, vous savez déjà, Denis le Tyran est un grand inventeur. Je rappelle, Denis le Tyran, c'était il y a 2500 ans. Absolument, oui, ça fait 25 siècles. Bon, je sais pas ce qu'il a avec son Denis le Tyran, là, c'est sa figure favorite. Hein. J'ai pas montré tous les extraits, mais il l'a déjà cité, c'est peut-être la 4e fois, là. Je sais pas, c'est son modèle du tyran, a priori. Bon, bah, pour la fascination pour la technologie, encore une fois, non. Ça touche pas que les tyrans. Évidemment qu'il y a eu une évolution technologique, peu importe le gouvernement, que ce soit en France depuis un siècle par exemple, alors que pourtant bon on n'est pas sous tyrannie, hein, ou voilà, ou ailleurs. Donc non, c'est absolument pas une caractéristique propre aux tyrannies. Vous avez chez le dictateur un amour de la technologie quand elle permet de faire la guerre ou de contrôler l'individu. Et si actuellement les gens se passionnent pour les GAFA, pour Facebook, Twitter, etc. Ouais, enfin, il y a eu un rebondissement avec Twitter. Juste un mot par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant. Tyran ou pas, c'est une autre question. Mais quand on voit, par exemple, on entend Poutine et les géants russes qui disent, c'était avant-hier, nous pouvons raser New York demain, nous avons les fusées pour raser New York en 2 minutes. On en parle, quoi. On le dit. Oui, on le dit. Parce que ce qui fait la puissance du tyran aussi, c'est la menace. Bon, bah, sur Poutine, on s'interroge, hein, tyran ou pas, on se pose des questions. Par contre, on montre des exemples à lui qui font allusion au tyran. Voilà. Donc, je vous laisse juger vous-même de l'information. Vous dites, et c'est intéressant dans votre livre qui est paru bien avant, que vous avez écrit bien avant l'actualité d'aujourd'hui, vous dites mise en place d'un passeport intérieur. Ah, le passeport intérieur. On est en plein passeport intérieur européen. Oui, il y a 3/4 d'heure, on en parlait. Alors, oui. Ce passeport, il existe depuis toujours. Déjà, lors de la journée révolutionnaire de mai 1793, et si vous voulez, il fallait une sorte de certificat de civisme, on disait à l'époque. Hein. C'était pas encore la
puce électronique qu'on va nous mettre sous la peau. Hein. Non, mais enfin, ça y ressemblait c'était déjà. L'attestation. C'était l'attestation. Hein. Et alors, en Union soviétique, c'était la même chose sous Staline. Il fallait s'adresser pour se déplacer, prendre un hôtel, le train. Il fallait aller au bureau spécial du GPU, c'est-à-dire le renseignement militaire. Et là, il fallait obtenir une autorisation. Il fallait fournir des renseignements. Et sur le passeport, eh bien, on marquait, par exemple, non seulement votre signalement, mais votre biographie sociale, politique. Qu'est-ce qu'avaient fait vos ascendants jusqu'au 2e degré, les membres de votre famille, si vous aviez été renvoyé du travail, si vous aviez participé aux emprunts volontaires. Bon, c'était le crédit social. Si vous voulez, Lénine a dit le communisme, c'est l'autorité des soviets plus l'électricité. Eh bien, si vous voulez, la tyrannie, c'est le passeport intérieur plus l'électronique. Bon, ben ça marche avec les exemples qu'on veut, hein, parce que par exemple, lui qui cite des tyrans antiques, bon, sympa qu'ils avaient des passeports électroniques, aux dernières nouvelles. Et bon, ça a quand même pas grand chose à voir, quand même, le certificat de passe vaccinal qui prouve juste qu'on a eu nos vaccins, et un passeport de l'URSS qui, avec toutes les informations qu'il a données là, qui sont quand même loin de ce qu'on a eu, hein. Et puis le passeport, nous notre passe vaccinal en fait on a plus besoin maintenant, donc Ouais, et alors vous ajoutez quand même, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, Comme par hasard. mise à profit des épidémies. Ah mais oui, mais ça a toujours été le cas, etc. Le choléra, bon. Alors, là, actuellement, on vit une épidémie de Covid, mais le raisonnement est toujours un petit peu le même. Voilà. On va utiliser l'épidémie pour désigner une partie de la population à l'opprobre public en disant qu'ils ont une responsabilité. Et donc, en utilisant cette dénonciation publique, on va éliminer des ennemis politiques. C'est ça. Voilà. Et ça depuis toujours. Ça a toujours été écoutez, là, prenez le cas par exemple de la République de Genève avec Calvin. Il y avait eu des épidémies de peste, comme il y en a eu à l'époque, et on avait dit que certaines personnes, qu'on appelait les boules pestes, répandaient la maladie. C'était donc eux les responsables. Et il y a eu des condamnations à mort à Genève à l'époque sous Calvin. Alors, pour le cas de la République de Genève, sous Calvin, c'est très dur de trouver des documents qui sont en rapport avec les boules peste, là, ce qu'il appelle comme ça. Donc j'ai pas vraiment d'infos à donner, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, dans quelle mesure, est-ce qu'il a vraiment éliminé des opposants politiques ou non, parce que le gros problème, c'est qu'en fait, on a d'autres exemples d'épidémies, donc par exemple la peste noire qui était une épidémie épouvantable. La peste noire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est les gens qui ont commencé à faire justice eux-mêmes. Parce que c'est les gens qui ont commencé à accuser les juifs d'être responsables de l'épidémie. Sans preuve, sans rien, hein. C'est eux qui ont commencé à accuser, c'est eux qui ont commencé à auto-juger, etc. Ce qui a fait que l'État a suivi le mouvement, parce qu'en fait, ça permettait de moyens expiatoires pour la population. Parce qu'elle subissait quelque chose de terrible. Et donc du coup, ils se sont vengés sur des pauvres gens qui avaient rien demandé. Mais c'est pas l'État qui est à la source de ça, c'est à la base c'est le peuple. Et enfin, last but not least, est l'instrumentalisation de la religion. Ça Alors, aussi, oui. C'est très intéressant. À mon avis, c'est le plus intéressant. Nous avons dit tout à l'heure, si vous avez été attentif, que... Oh shit, here we go again. Bon là je vous repasse, je vous passe le délire sur l'autoritas des femmes, de droit divin, etc., etc. c'est soit l'autodéification. Ouais. Sous l'Antiquité, c'était ça. Je suis un dieu. Je suis un dieu vivant. Obéissez-moi. Évidemment, ça aide. Bon bah là j'aide un petit peu à développer, hein, parce que il part de l'Antiquité comme ça, mais bon l'autodéification ça a aussi lieu typiquement en Corée, hein, ils sont divinisés là-bas, hein, les dirigeants, hein. Pareil en URSS, on était quand même pas loin du, enfin je veux dire le culte de la personnalité, c'est quand même pas loin de la divinisation de la personne, hein. Donc Ou alors la création en fait d'une secte.
une secte. C'est-à-dire que, par exemple, Robespierre, Aïe 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 aïe, grosse erreur. Oui, Robespierre c'est pas un dictateur, donc compliqué là. On va voir après ce qu'il dit, mais compliqué déjà. Et si vous ne croyez pas, bah alors déjà vous pouvez aller voir sa page Wikipédia, il y a énormément d'informations sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, son pouvoir, etc. Et sinon, j'ai aussi mis en lien une vidéo YouTube d'une personne, d'une historienne conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, qui a traité de ce sujet et qui a fait il y a une petite vidéo qui dure 15 minutes et qui parle de la terreur et de la prétendue dictature de Robespierre. Et c'est assez bien démontré, c'est intéressant. Donc voilà, si vous voulez voir rapidement, il y a le lien en description. il avait mis au point, juste avant de tomber, à Thermidor d'ailleurs, il avait lancé une grande opération qui consistait à, en public, brûler la déesse une statue en bois de la superstition, et à l'intérieur, il y avait une statue métallique de la déesse Raison. Bon, je vais en parler un peu plus de ce truc-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Non, en fait, c'est pas vraiment une secte en soi. En fait, c'était plutôt l'idée, parce que Robespierre pensait comme ça, il pensait que l'athéisme, c'était pas possible, quoi. C'était le mal d'être athéiste. Et donc, du coup, lui, ce qu'il pensait, eh ben, c'est que au lieu d'avoir une religion d'État catholique, c'était d'avoir une religion d'État qui était le culte de l'être suprême, qui serait une sorte de religion où on aurait retiré tout ce qui est appareil religieux autour, tout ce qui est, on va dire, théocratie, etc. Et auquel, en fait, on va coller aussi des valeurs civiques. Et en fait, il voulait faire une espèce de mélange comme ça, un peu bizarre, pour faire une nouvelle religion d'État, en fait, pour remplacer le catholicisme. Et le but de tout ça, bah, du coup, c'était de promouvoir des valeurs, comme l'amitié, la fraternité, le genre humain, l'enfance, la jeunesse, le bonheur. Donc bon, des choses bien tyranniques, hein. Voilà. Et, et donc non, en fait, c'est pas une secte, c'est... Tout dépend aussi après de la définition qu'on donne d'une secte ou pas, mais en tout cas, c'était plutôt une tentative de mettre une nouvelle religion en France. Et après, ben, on peut appeler ça une secte si on veut, parce que c'était un petit mouvement. Enfin, il y a beaucoup de religions en fait qu'on peut appeler sectes au début et qui sont devenues ensuite des religions. À partir du moment où elles sont devenues grandes, c'est quand même, c'est une manière de voir les choses. Hein. Vous pouvez ne pas la partager, mais on dit souvent que une religion c'est une secte qui a réussi. Donc, Passionnant tout ça, effectivement. Et aujourd'hui, on peut le lire on le lit avec nos yeux d'aujourd'hui, et vraiment, ça enseigne, hein, ça enseigne. Et surtout, ça apprend à rester lucide.